Bonjour, bienvenue sur le podcast du programme de recherche Borders and Globalization. Je parle depuis le territoire des peuples Lekwegen, dans la région de la mer Salish. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Frédéric Béraud, qui est professeur à Sciences Po Strasbourg. Notre invité est spécialisé dans l'enseignement du droit de l'Union européenne, droit institutionnel et droit matériel. Parmi ses champs de recherche, on retrouve notamment l'espace européen de l'énergie, l'Europe des produits de santé et le marché intérieur numérique. Notre thème de discussion aujourd'hui portera sur les frontières internes et les frontières externes de l'Union européenne. Bienvenue Frédéric Béraud, merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Bonjour Benjamin, merci à vous. Tout d'abord, professeur, si vous le voulez bien, pourquoi avoir choisi l'Union européenne et la frontière comme objet de recherche scientifique ? Alors, je dirais que ça provient certainement du fait que j'ai beaucoup travaillé sur le marché intérieur et que le marché intérieur dans l'Union européenne est défini comme un espace sans frontières intérieures. Donc, quelque part, si on étudie le marché intérieur, on étudie l'élimination de ces frontières intérieures. Je pense aussi que ça doit avoir une dimension très personnelle. C'est-à-dire, je suis une femme de l'Est de la France, j'ai travaillé un peu dans le nord de l'Europe également, mais c'est vrai que la frontière, je pense, me marque depuis l'enfance et que probablement ça explique également mon objet d'étude. Merci, professeur Béraud, pour cette réponse. Pour introduire notre discussion d'aujourd'hui, on peut essayer de partir du contexte actuel et de parler de l'Union européenne au plan général. Comme on le sait, l'Union européenne est confrontée à de multiples crises. Crise du Brexit, crise en Ukraine, crise de solidarité sur les migrations, crise de Frontex, crise du Covid. Avec toutes ces crises, l'objet frontière, dans ses multiples variantes, est revenu brutalement au cœur de l'actualité européenne. Et comme on le sait, comme vous venez de le dire, l'Union européenne s'est construite autour du projet d'une Europe sans frontières. Avec toutes ces crises, professeur Béraud, qui la touchent de plein fouet, quelle est la santé juridique et politique de l'Union européenne à l'heure actuelle? Et actualité oblige, qu'en est-il au plan énergétique? Alors, la santé de l'Union européenne, elle est profondément impactée, sur le plan juridique en tout cas, par les différentes crises que vous avez mentionnées. Je pense qu'elles ont tout en commun de remettre la frontière au centre du discours européen. Ce qui est complexe parce que, du point de vue juridique, on s'est employé à éliminer cette frontière. Maintenant, d'abord, ça ne veut pas dire qu'elle a complètement disparu. Et dans l'Union européenne, les frontières restent intangibles. Et ça, c'est effectivement un enseignement de la guerre en Ukraine, puisque dès le 25 février, les États de l'Union européenne se sont rassemblés pour proclamer leur attachement à ce principe d'intangibilité des frontières internationales. Donc quelque part, ces frontières n'ont pas bougé, ce qui est un peu surprenant et difficile à gérer du point de vue européen, c'est que ces frontières retrouvent une utilité, c'est l'un des outils qui peut être mobilisé par les États. On l'a bien vu avec la crise de la Covid, par exemple, ou avec la crise migratoire, la frontière, qu'elle soit la frontière extérieure, mais ce qui est plus logique pour la frontière extérieure ou la frontière intérieure, refait partie d'une panoplie que les États peuvent utiliser pour protéger leur population. Et en cela, c'est effectivement un nouvel objet ou un objet renouvelé du droit de l'Union européenne. Du point de vue énergétique, je dirais que quelque part, les enseignements sont les mêmes que pour la crise de la Covid, c'est-à-dire que l'Union européenne expérimente les effets de sa dépendance du point de vue énergétique. Donc les frontières qui s'étaient considérablement atténuées sous l'effet des interconnexions, que ce soit d'infrastructures, de droits, etc., avait permis effectivement une libre circulation, en particulier de l'électricité et surtout du gaz, mais une libre circulation qui, pour le gaz, venait d'un voisin qui a toujours été, on va dire, encombrant pour l'Europe, qui est la Russie, et qui, au moment où la Russie a décidé d'entrer en guerre, est aussi entrée dans une guerre énergétique.
Alors de ce point de vue-là, disons que la perception de cette dépendance par l'Union européenne est extrêmement violente et promet un hiver 2023 compliqué, tant du point de vue de l'approvisionnement, qu'il a fallu complètement modifier en un été, mais également du point de vue des prix qui ont atteint en Europe des niveaux complètement inégalés. Merci, professeur, pour cette analyse contextuelle et actuelle particulièrement stimulante et intéressante. Notre discussion d'aujourd'hui porte sur le thème des frontières et l'Union européenne. On essaiera tout au long de cette interview de déchiffrer comment ces frontières internationales ont évolué au contact de cet objet juridique sui generis qu'est l'Union européenne. Mais si vous le voulez bien, euh, professeur, afin de mieux comprendre comment le projet de l'Union européenne a impacté les frontières, intéressons-nous maintenant au terme spécifique de frontière, le mot juridique frontière et la chose juridique frontière. Que nous disent le droit et la doctrine juridique sur les frontières? Comment elles sont définies en droit? Alors, l'Union européenne, elle part du point de vue du droit international, c'est-à-dire la frontière, c'est un moyen de définir l'État, et plus particulièrement les contours d'un État souverain. Donc c'est à la fois une limite, c'est une zone de découpage des souverainetés, et c'est un élément constitutif de l'État. Ce qui s'est passé en droit de l'Union européenne, c'est que sous l'influence du marché intérieur en particulier, l'effet de ces frontières, disons, a été petit à petit raboté par le droit. Et c'est dans ce sens-là qu'on parle d'élimination des frontières. On n'a jamais éliminé la frontière entre la France et l'Allemagne, qui n'a pas bougé d'un millimètre depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais en revanche, la manière dont cette frontière est organisée a profondément évolué sous l'effet du droit de l'Union européenne. Ce qui est un peu surprenant, c'est que du coup, les juristes spécialistes d'Union européenne se sont essentiellement concentrés sur cette élimination. Hein. Donc, c'est le droit de la libre circulation, c'est le droit de l'interconnexion, par exemple, des infrastructures énergétiques qu'on évoquait tout à l'heure. Mais on a un peu l'impression qu'on s'est beaucoup occupé effectivement de cette élimination en oubliant finalement la frontière elle-même, qui pendant longtemps n'a pas été un sujet abordé par les juristes spécialistes de droit de l'Union européenne. La frontière extérieure, indubitablement, ça oui, mais la frontière intérieure n'était pas un objet juridique. Et c'est là-dessus où, effectivement, en particulier depuis la crise sanitaire, c'est quelque chose qui a dû changer. Hein. La Commission européenne, par exemple, dès la première vague de la pandémie, donc dans l'Union européenne à partir de mars 2020, elle s'est employée à faire une communication sur comment est-ce qu'on referme une frontière. Parce que c'était un impensé du droit de l'Union européenne. Et c'est vrai que là-dessus, la crise sanitaire a été particulièrement surprenante et je dirais violente, parce qu'on a retrouvé des points frontières totalement fermés, avec des blocs de béton, avec avec de la police aux frontières, avec des chiens, etc., qui étaient des images évidemment qu'on associait plutôt à la Deuxième Guerre mondiale, mais pas du tout à l'Union européenne. Et du coup, il a fallu faire cette réappropriation juridique du concept de frontière intérieure. Et je dirais qu'aujourd'hui, cette frontière, qu'elle soit intérieure ou extérieure, est un objet central pour les institutions européennes et probablement aussi pour les États membres. Merci pour votre réponse, professeur Béraud. Dans toutes ces réflexions et dans cette nouvelle réflexion un peu par les juristes de l'Union européenne sur l'objet frontière, ne serait-il pas profitable de tenter d'identifier une fonction juridique principale des frontières, une fonction matricielle des frontières? Et je me demandais plus précisément, n'est-ce pas la fonction moderne de limite? Et vous l'avez évoqué, autrement dit, l'obligation juridique de ne pas dépasser une ligne.
Et on retrouve cette idée de limite par rapport à la souveraineté territoriale qui ne dépasse pas la délimitation, par rapport au territoire aussi, le territoire qui est évidemment délimité par les frontières qui servent de limite, mais aussi la territorialité du droit qui est contenue dans les limites du territoire, mais aussi la force exécutoire du droit national public. Un État ne peut pas agir de manière coercitive au-delà de ses frontières. Donc, toutes ces notions sont bordées par l'existence de délimitation du territoire. Bref, y a-t-il une fonction juridique capitale ou cardinale ou pivotale des frontières? Alors, je dirais que le point de vue probablement dépend du type de droit qu'on va regarder. Parce qu'en droit international ou en droit constitutionnel, je pense qu'effectivement, la frontière a cette fonction de limite. Pour l'Union européenne, il y a dans une certaine mesure cette fonction de limite, mais qui n'est pas abordée de la même manière, parce que justement, il n'y a pas de territoire de l'Union européenne. Elle emprunte le territoire des différents États membres. Je pense que sa fonction cardinale, c'est probablement celle de zone de filtrage. C'est finalement un outil qui est à la disposition, c'est pas le seul outil, mais c'est un outil qui est à la disposition de l'Union ou des États membres. Et parfois, c'est aussi un peu de frottement pour savoir qui de l'Union ou des États a le contrôle de cette frontière. Mais c'est probablement autour de cette fonction de filtre ou de protection que se développe la frontière de l'Union européenne et qui est en lien, par exemple, avec la notion de souveraineté européenne, mais qui est pas tout à fait placée du même point de vue que quand on regarde cette souveraineté du point de vue d'un État. D'accord, merci pour votre réponse, professeur Béraud. Passons maintenant aux relations générales entre l'Union européenne et les frontières. Et je me doute que c'est compliqué à synthétiser en quelques phrases, d'autant plus que la question des frontières dans l'Union, comme vous venez à l'instant de le dire, est liée à la nature juridique complexe de cette Union et des souverainetés des États membres. Commençons justement par une question qui reste toujours sans réponse définitive. C'est la question de la nature juridique de l'Union européenne. Que dire à nos auditeurs et auditrices sur cette épineuse question? Je me souviens de l'expression fédération d'États-nations, il y a aussi l'expression confédération, ou même État fédéral, ou bien l'Union européenne n'est qu'un type spécifique d'organisation internationale très intégrée. Qu'en pensez-vous, professeur Béraud? Alors c'est une question qui est difficile, effectivement, à laquelle j'apporterai pas de réponse définitive, selon moi. L'Union européenne, elle reste une organisation internationale. On le voit bien, il y a des relations entre les États qui sont des relations assez proches d'une organisation internationale. Mais c'est une organisation qui est particulière et qui est très avant-gardiste parce qu'il n'y a pas d'autres modèles qui vont dans son sens. C'est-à-dire, c'est une organisation internationale d'intégration. Donc les États, ils gardent leurs fonctions, mais il y a certains de leurs attributs. On peut penser par exemple aux douanes qu'ils vont transférer à l'Union européenne. C'est complet pour les douanes. C'est en partie, par exemple, pour les politiques énergétiques, sur lequel l'Union européenne va pouvoir agir, mais elle agit avec les États. Et donc, si vous voulez, la principale caractéristique dans l'Union européenne, c'est qu'on n'a plus d'États, mais des États membres. Donc, en fait, qui vont être liés, ces États, par des obligations de loyauté entre eux et vis-à-vis de l'Union européenne. Et du coup, ils sont dans une position qui n'est pas du tout celle d'un État fédéré, mais qui n'est plus la position qu'ils avaient quand ils étaient un État hors de l'Union européenne. Et pour moi, c'est vraiment ça, c'est on rentre dans une organisation internationale, mais qui est authentiquement une organisation internationale d'intégration et pas de simple coopération. Et c'est ça qui définit les principaux traits du droit de l'Union européenne. Merci, professeur. Euh, cette question de la nature juridique de l'Union européenne a évidemment des répercussions juridiques et logiques sur la nature juridique des frontières des États qui la composent. Selon les caractéristiques juridiques intégratrices de cette union, euh, comme par exemple des compétences propres,
un ordre juridique propre, un principe de primauté. Ma question est la suivante. Quels sont les effets les plus importants de la construction de l'Union européenne sur les frontières des États membres? Quelles réponses pouvons-nous formuler au plan à la fois du droit institutionnel et des branches du droit matériel? Peut-on dire qu'il y a un effet général, et vous venez de le dire, d'intégration ou d'internalisation des frontières qui entraînerait par conséquent leur dévaluation juridique? Alors, je rebondissais sur le mot d'évaluation en fait, juridique, qui est effectivement l'expression qu'utilisait Robert Schuman pour parler des frontières. Il disait l'idée, ça n'est pas de supprimer les frontières qui sont le produit de l'histoire, des mariages princiers, des guerres, etc., mais de les dévaluer et de leur retirer leur venin protectionniste. Et finalement, si on raisonne par rapport à cette phrase-là, effectivement, il y a une transformation de ces frontières entre les États membres qui restent des lignes de démarcation, mais deviennent des zones de libre circulation. Et donc, ça va quelque part impacter à la fois l'architecture de la frontière. On n'a plus systématiquement de postes frontières, on n'a plus nécessairement des gardes frontières qui sont postés sur la ligne et qui attendent le passage de la ligne. On va avoir des possibilités de traverser la frontière. Ça peut être un pont, ça peut être une zone d'interconnexion entre des autoroutes, par exemple. Et je pense que dans le modèle européen, ce qui est très caractéristique, en tout cas quand on est citoyen, c'est qu'on n'a pas l'impression de traverser la frontière. Donc c'est vraiment une non-expérience quelque part euh, de passage. Alors ça ne veut pas dire que la frontière ne subsiste pas et ne reste pas éventuellement un obstacle dans la vie quotidienne, mais cette frontière, elle est profondément retravaillée pour permettre cette libre circulation, le libre flux de marchandises, la liberté de pouvoir aller réserver un voyage pour des vacances en Autriche en cliquant depuis la France sur un opérateur de voyage italien, par exemple. Ça fait, voilà, ça fait partie de cette expérience sur lequel il n'y a plus de passe frontière, il n'y a plus de permis pour traverser la frontière, il n'y a plus de démarches à faire pour spécifiquement faire circuler une marchandise d'un côté à l'autre de la frontière. Et du coup, on s'aperçoit aujourd'hui de ce que ça fait, à la fois avec le Brexit, parce qu'on s'aperçoit que c'est très compliqué de reconstruire cette frontière entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Et puis évidemment la crise sanitaire qui a considérablement changé les frontières, parce qu'il a fallu réfléchir à comment est-ce qu'on les architecture, qu'est-ce que c'est qu'un laissez-passer sanitaire. Voilà, on a retrouvé effectivement des réflexes qui étaient très éloignés, je dirais, du mode de vie des Européens. Je me rappelle toujours d'étudiants qui venaient d'Australie et qui faisaient un arrêt à l'université de Strasbourg, puis ensuite à l'université de Heidelberg, et qui me demandaient si, en traversant la frontière, ils auraient un nouveau cachet sur leur passeport. Je leur ai dit que non et que probablement, à part la langue, ils auraient du mal à s'apercevoir qu'ils avaient vraiment passé la frontière. Et du coup, effectivement, on sentait qu'ils étaient quelque part tout déçus parce que cette expérience-là de la frontière est plus du tout l'expérience européenne. En tout cas, entre ces États membres. Hein. Oui, merci professeur. Euh, je voudrais pousser un peu la réflexion un peu plus loin sur ce point qui me semble très intéressant de la transformation du régime juridique, de l'architecture juridique des frontières entre les États membres de l'Union européenne. Dans ce processus d'intégration européenne toujours plus étroit, je me demandais si les frontières qui sont censées être interétatiques, donc internationales, est-ce que ces frontières ont perdu de leur internationalité? Peut-on encore les qualifier d'internationales? Vous avez parlé d'intégration des frontières, d'organisation internationale intégrée pour l'Union européenne. Donc finalement, ces frontières réputées interétatiques, modernes, classiques, ne seraient-elles pas devenues de simples lignes de nature administrative?
mais peut-être qu'elles sont des lignes de nature administrative au sein de l'Union européenne à travers le prisme de l'ordre juridique de l'Union européenne, mais qu'elles restent de nature internationale entre les États dans la société internationale. Vous voyez? Qu'en pensez-vous? Oui. Alors, je pense qu'effectivement, elle s'éloigne du modèle de la frontière internationale, euh, parce que l'Union européenne, elle a à la fois, sur le plan des instruments juridiques, utilisé par exemple les règles de libre circulation pour supprimer des obstacles, hein, de manière tout à fait pratique. Si on importe une marchandise à Strasbourg qui vient de la République tchèque, eh bien, il ne va pas y avoir d'autorisation à demander, il n'y a pas de papier particulier à remplir. Il y a un droit à commercialiser cette marchandise sur l'ensemble des marchés des États. Et donc, il y a bien passage de la frontière et de plusieurs frontières dans mon exemple, mais ce passage ne sera tout simplement pas synonyme de temps d'attente à la frontière pour des contrôles, pour des papiers, pour des taxes, pour etc. Donc en cela, la frontière à l'intérieur de l'Union européenne est très différente effectivement de la frontière internationale, ou en tout cas de la frontière héritée du droit international ou du droit constitutionnel. Alors, ce qui effectivement montre qu'elle conserve quelques traits de cette internationalité, si je puis dire, c'est que les États, par exemple, au sein de l'espace Schengen, ont le droit de maintenir ou de retrouver finalement le contrôle de leurs frontières intérieures. Par exemple, parce qu'il y a un match de foot un peu compliqué entre des équipes de supporters qui ont du mal à avoir des relations pacifiques. Et du coup, l'État pourra, qui reçoit ce match, va pouvoir contrôler à la frontière pour éviter l'entrée de hooligans, par exemple, sur son territoire. Ou bien, c'est le cas en France d'ailleurs, depuis les attentats de 2015, où certains points frontières vont pouvoir servir, y compris entre deux États membres, de zone de contrôle. Donc ça, c'est possible, mais le traité nous dit, la pratique, ça peut être plus compliqué, mais le traité et le code des frontières Schengen disent clairement que ça doit être pour un temps délimité et pour une menace particulière. Donc normalement, c'est pour 6 mois. On estime qu'au bout de 6 mois, soit la menace a disparu, soit effectivement il y a une nouvelle menace, soit tout simplement on a réussi à résoudre le problème par la coopération entre les États plutôt que par la fermeture d'un point frontière. Donc ça montre que cette frontière intérieure, elle peut encore être finalement être marquée par cette fonction de filtre, de zone de contrôle, qui serait plus proche effectivement de certaines frontières internationales. Et puis, dans le même temps, on a des arrêts de la Cour qui sont très clairs en disant, certes, les États peuvent récupérer ce contrôle de leurs frontières nationales, mais quelque part, elles restent des frontières du marché intérieur, elles restent des frontières marquées par la libre circulation. Donc, malgré cette possibilité, on ne peut pas dire que les États récupèrent une frontière au sens du droit international. C'est une frontière de l'Union européenne qui, pendant un temps donné, peut, disons, être patrouillée et patrouillée de manière différente à ce qui est fait d'habitude. Mais on sent que, quelque part, ces frontières, elles sont marquées par l'ADN de libre circulation qui est celui de l'Union européenne. Ok, merci beaucoup, professeur Béraud. Finalement, cette question de la nature juridique de l'Union européenne est liée, et vous venez de le dire, à la souveraineté des États membres. Car cette faculté de réintroduire des contrôles aux frontières intérieures dépend évidemment de la souveraineté de l'État membre concerné. Ma question porte sur la souveraineté de ces États, de l'identité constitutionnelle des États membres. Où en est-on sur cette question de la souveraineté des États et dans les États, et de la question de la souveraineté dans l'Union européenne et de l'Union européenne? Est-ce que ça existe, professeur Béraud, une souveraineté de l'Union européenne qui se serait
transformé ou qui aurait transformé la souveraineté des États en quelque chose d'une souveraineté augmentée. Est-ce que ça existe juridiquement? Alors, je pense que ce qu'il y a de très différent, et s'il y a une conséquence des crises qu'on a décrites brièvement tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, la protection de la souveraineté, ça redevient quelque chose qui est audible dans le débat européen. C'est-à-dire que un État peut dire, écoutez, là, moi, j'estime que tel acte de l'Union européenne, ça va contre ma souveraineté. Alors, ce qui est difficile du côté de l'État, c'est que cette souveraineté, c'est pas le droit de faire ce que veut l'État quand il veut, comme il veut, sans entrave. Et ça, quelque part, le Brexit nous montre bien que cette réappropriation de la souveraineté, qui était un des grands slogans du Brexit, dans la réalité n'existe pas. C'est-à-dire qu'on a des États qui sont tellement imbriqués les uns dans les autres, et là, quelque part, les faiblesses sur les chaînes de valeur le montrent bien dans la crise sanitaire comme dans la crise actuelle. Et donc, la souveraineté, elle n'est pas totale. J'aime bien en fait cette expression de Mireille Delmas-Marty qui disait la souveraineté n'est plus une souveraineté solitaire, mais devient une souveraineté solidaire. Et je pense que ce qui est en train de se passer entre les États, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils s'aperçoivent que leurs décisions impactant les autres, le meilleur moyen finalement pour résoudre ça, c'est d'envisager cette solidarité entre les États. Néanmoins, cette notion de souveraineté, c'est sûr que c'est une limite à l'expérience d'intégration, c'est-à-dire que l'Union européenne, elle ne va pas aller dynamiter la souveraineté des États membres. Et donc, quelque part, elle compose avec cette souveraineté, ce qui est une limite probablement, je dis probablement parce que la jurisprudence n'est pas encore 100% claire, mais à la primauté, par exemple, du droit de l'Union européenne. Le Conseil constitutionnel français, il est venu dire, par exemple, que le droit de l'Union européenne ne pouvait pas remettre en cause l'identité constitutionnelle française. Alors maintenant, on ne sait pas très très bien qu'est-ce que c'est que l'identité constitutionnelle française. Peut-être le principe de laïcité, mais bon, après, il faudrait qu'un acte de l'Union vienne remettre en cause ce principe. Mais on le voit apparaître aussi peut-être plus facilement dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle allemande. Je dis plus facilement parce que comme il y a des dispositions supra-constitutionnelles dans la loi fondamentale, on sait que l'Union européenne ne pourra pas remettre en cause, par exemple, la structure fédérale ou la protection de la dignité de la personne humaine en Allemagne. Donc ça, indubitablement, ça vient jouer comme une limite. Après, la nature de la souveraineté européenne du point de vue juridique est un peu différente, selon moi. C'est-à-dire que c'est pas, c'est-à-dire la souveraineté nationale, ça serait un peu l'ADN constitutif de l'État. Qui peut être différent en fonction de l'histoire, de la sociologie, de la situation géographique, que sais-je encore, de l'État. Pour l'Union européenne, c'est pas exactement la même question, mais cette question de la souveraineté est extrêmement importante. L'Union européenne a toujours juridiquement défendu son autonomie. Autonomie de son ordre juridique, autonomie de sa manière d'envisager les choses. C'est pas du droit international, c'est pas du droit constitutionnel. Donc, et ça, elle y tient beaucoup, la Cour de justice. Et pendant longtemps, il n'y avait pas nécessairement une matérialité à cette autonomie. Et je pense que c'est le concept de souveraineté européenne qui, quelque part, donne cette matérialité. C'est-à-dire que la souveraineté européenne, c'est, par exemple, en matière technologique, c'est la base technologique dont l'Union européenne va avoir besoin pour n'être pas totalement dépendante de solutions extérieures et qui, du coup, vont lui permettre de donner un sens matériel à cette autonomie. Et là-dessus, D'accord. il y a actuellement beaucoup d'évolutions, que ce soit la politique commerciale de l'Union européenne, que ce soit les investissements étrangers, par exemple, dans l'Union européenne, où apparaît cette idée que quelque part, l'Union européenne, elle doit contrôler un certain nombre de choses pour, si je puis dire, ne pas perdre son âme dans le jeu international et garder, si ce n'est son indépendance, parce que je pense que ça, c'est assez difficile, du moins de pouvoir choisir ses dépendances.
Et par exemple, au niveau énergétique, c'est particulièrement exact. C'est-à-dire, je ne pense pas que ça soit possible d'aller vers une indépendance énergétique, parce que nous, à part les renouvelables, on n'a pas grand-chose en Europe. Je ne suis pas très sûre que les renouvelables, à ce stade, ça nous permette d'avoir une indépendance énergétique. En revanche, décider de ne plus dépendre du gaz russe, comme on est en train d'essayer de le faire, ça, c'est effectivement une décision de souveraineté européenne pour éviter de se retrouver dans une situation extrêmement compliquée. Et je pense que c'est un peu ça l'idée, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir finalement travailler pour que l'Union européenne ne soit pas finalement captive de liens avec ses voisins, qui seraient des liens qui quelque part deviendraient toxiques parce que l'empêcheraient d'avoir finalement sa propre identité politique. Merci, professeur Béraud, pour cette analyse. Nous avançons de plus en plus dans notre discussion. Il est temps maintenant de nous intéresser au thème des frontières intérieures. On en a parlé un petit peu au début de cette interview. Ici, on parlera de 4 sous-thèmes. On parlera expressément du marché intérieur, de l'espace de sécurité, de liberté et de justice, de l'espace Schengen et de la coopération territoriale transfrontalière au sein de l'Union européenne. Depuis le traité de Rome de 1957, les frontières intérieures, comme vous l'avez dit, sont devenues des filtres juridiques pour mettre en œuvre plusieurs libertés de circulation. Et on sait, et vous l'avez évoqué, que l'article 26 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne crée le marché intérieur qui se laisse définir comme un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions des traités. Ma question est directe, professeur Béraud. Quels sont les effets juridiques du marché intérieur sur les frontières? Et vous l'avez aussi suggéré, elles n'ont pas disparu. Alors, est-ce que c'est seulement leur caractère de localisation de contrôle qui a, lui, disparu ou s'est transformé? Je pense qu'effectivement, la localisation des contrôles s'est profondément transformée. Je pense qu'il y a 2 grands effets du marché intérieur. D'abord, c'est la suppression de certains obstacles. Par exemple, il est totalement impossible dans l'Union européenne d'avoir des droits de douane, même si, par exemple, dans la crise énergétique, on pourrait se dire, après tout, on a du gaz, on a des réserves de gaz en France, alors on veut pas les exporter. Et donc, on pourrait penser à mettre des droits de douane, et ça, c'est pas possible. C'est quelque chose qui est devenu totalement impossible entre les États membres. Il y a d'autres choses qu'on peut faire dans le marché intérieur, mais qui montrent que quelque part, on a limé l'effet frontière. Par exemple, il est tout à fait possible d'interdire à une marchandise d'être vendue sur un territoire parce qu'elle présenterait un danger pour la santé publique. Ça, c'est possible. Mais il faut effectivement respecter en fait le principe de proportionnalité, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment un problème de santé publique et que l'interdiction de la commercialisation soit ce qu'il y a de plus efficace. Et on se rend compte que souvent, c'est pas tant l'interdiction de commercialisation que d'autres éléments qui peuvent être un contrôle sanitaire, par exemple, qui est maintenu. Et donc, du coup, je pense que l'effet sur le marché intérieur, c'est vraiment d'avoir supprimé énormément d'obstacles et d'avoir formaté les frontières autour de ce principe de proportionnalité. Donc la frontière, elle peut servir de filtre, mais uniquement si quelque part c'est cohérent avec la protection de l'intérêt général visé par l'État. Ça peut être la santé, ça peut être la promotion des énergies renouvelables, ça peut être, on l'a vu dans certaines jurisprudences, je sais pas, le respect du haut défunt, par exemple. Les États sont très libres là-dessus. Mais une fois qu'ils choisissent un objectif d'intérêt général, il faut qu'ils calibrent leur contrôle à finalement la réalité du danger. Et puis, il faut qu'ils choisissent finalement la mesure la plus efficace pour parer le danger, mais la moins entravante possible. Et donc, les États, en fait, petit à petit,
ils vont prendre l'habitude de finalement se dire que deux marchandises sont pas fabriquées avec la même recette, mais au fond, c'est assez simple d'utiliser, de protéger par exemple le consommateur par une étiquette. Donc là, quelque part, la frontière, elle est réduite quelque part à un étiquetage qui peut être différent d'un État à l'autre, mais qui va permettre à la marchandise de franchir la frontière. Et donc à partir de là, la frontière, ça peut être là où on contrôle, mais ça peut aussi être un contrôle qui se fait sur le marché local, comme pour n'importe quelle autre marchandise, par exemple. Et donc, c'est la même chose pour les services, les travailleurs, les capitaux, qui sont les quatre grandes libertés de ce marché intérieur, et qui petit à petit matérialise en fait une interconnexion entre les marchés. Donc les marchés, ils sont différents, on ne vend pas de la même manière. On peut vendre le dimanche dans certains États, ne pas le faire dans d'autres. On peut avoir des langues différentes. Je rappelle qu'on fonctionne avec 24 langues officielles dans l'Union européenne, donc c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Et néanmoins, l'idée, c'est que voilà, on peut commercialiser son produit. Peut-être qu'il faudra de la publicité qui varie d'un État à l'autre, une langue qui n'est pas la même, un étiquetage qui change, mais ce produit peut être vendu. Et puis après, c'est le choix des entreprises de savoir si elles restent sur un marché local ou si elles vont sur des marchés qui sont des marchés binationaux, voire pour certains, les 27 à l'échelle des 27 États membres. Merci, professeur Béraud, pour ces précisions. Avec ce processus de construction européenne, il apparaît donc que les systèmes nationaux fusionnent en quelque sorte avec le système juridique de l'Union européenne. Il y a une espèce de mutualisme juridique où les deux types de systèmes coexistent l'un dans l'autre et l'un par rapport à l'autre. Et on n'a pas encore évoqué le principe de non-discrimination et le principe de reconnaissance mutuelle. En quoi ces deux principes ont participé à la dévaluation juridique des frontières et supprimé l'effet barrière qui existait du fait des différences entre législations nationales? Alors, pour vous répondre, peut-être je vais prendre un exemple dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice au moment de la crise de la Covid. Au moment de la crise de la Covid, l'une des questions qui s'est posée, puisque on a tous été en confinement, avec des confinements de différentes natures, et avec différentes modalités, mais on a tous été en confinement. Donc s'est posée la question du passage de la frontière, puisque si on était confiné chez soi, il n'y avait aucune raison qu'on puisse passer la frontière. Et donc, la première traduction très concrète du principe de non-discrimination, ça a été de traiter à la frontière, finalement, de la même manière, les travailleurs essentiels, c'est-à-dire ceux qui faisaient fonctionner les secteurs de la santé, de l'énergie, et puis tout le secteur de l'alimentation. Et en fait, l'idée, ça a été d'éviter des discriminations. C'est-à-dire, c'est pas parce que on se trouvait français ou belge que le virus avait une dangerosité différente. Donc ça c'est une première chose qui permet de quelque part traiter de la même manière sur un territoire donné ou au passage de la frontière tous les citoyens européens. Et puis, il a fallu aller plus loin pour que le passage de cette frontière soit faisable. Et ça a été le certificat vert de libre circulation. C'est-à-dire que quand on a commencé à avoir des tests PCR, puis ensuite des vaccins, il était possible de franchir la frontière avec un pass qu'on avait qu'on a toujours d'ailleurs sur nos téléphones portables, et qui atteste du fait que soit vous avez un PCR négatif, soit vous êtes vacciné, soit vous avez été malade depuis moins de 2 mois. Et ça permet un passage de la frontière. Et là, l'un des enjeux, ça a été d'appliquer le principe de reconnaissance mutuelle. C'est-à-dire que l'application qu'on a en France, qui s'appelle Tous Anti-Covid, devait pouvoir être reconnue quand moi je passais à la frontière pour aller au Collège d'Europe à Bruges, par exemple, hein, la frontière franco-belge. Donc là, il a fallu effectivement trouver des moyens pour que ces applications numériques soient interopérables
et reconnu par tous les douaniers ou les services de police qui pouvaient le contrôler dans les aéroports, parfois au passage des routes, dans certains trains, etc. Et ça, c'est typique de ce qu'on appelle la reconnaissance mutuelle, c'est-à-dire que finalement, un certificat qui a été émis par les autorités françaises peut être reconnu par les 26 autres États de l'Union européenne. Et là, ça a permis de réactiver en fait la libre circulation des personnes qui avait été rendue impossible par les confinements. Donc, l'idée, c'est effectivement de vraiment à la fois intégrer, c'est-à-dire interconnecter les systèmes juridiques. Encore une fois, le tous anti-Covid que moi j'ai, c'est pas le même système que mon voisin hongrois. Mais les deux systèmes sont capables de se parler. Et les deux D'accord. autorités vont être capables en fait, de se relier entre elles. Et ça, je crois que c'est très caractéristique, effectivement, des moyens qu'on peut avoir de faire cohabiter des droits différents, mais d'avoir quand même une union au niveau européen. Super, merci professeur. Euh, Après le marché intérieur, passons à l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Je rappelle l'article 3 du traité sur l'Union européenne. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d'asile, d'immigration, ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène. Donc là, on voit que c'est aussi un espace sans frontières intérieures. Marché Oui, c'est intérieur ouais. et espace de liberté, de sécurité et de justice mobilisent la même définition, un espace sans frontières intérieures. Donc, je me demandais quel était le lien entre ces deux concepts et aussi en quoi cet espace particulier de liberté, de sécurité et de justice a participé à réformer la manière de penser et de réguler les frontières internes de l'Union européenne. Alors, les deux espaces sont effectivement liés parce qu'en fait, l'espace de liberté, de sécurité et de justice, il naît du marché intérieur. Parce que dans le marché intérieur, je le disais tout à l'heure, il y a la libre circulation des marchandises, mais aussi c'est des travailleurs. Et petit à petit, la jurisprudence et puis les textes de l'Union européenne vont élargir ça à ce qu'on appelle la libre circulation des personnes. Et puis ensuite, avec le traité de Maastricht qui fait naître le citoyen européen, ça va devenir la libre circulation du citoyen. Et donc l'espace de liberté, de sécurité et de justice, il va permettre de mettre le focus sur ce citoyen, mais ce sont les mêmes principes de libre circulation qui effectivement vont s'appliquer. Et donc quelque part la même gestion des frontières à l'intérieur de l'Union européenne. Ce qui va aller plus loin, ou du moins être spécifique à cet espace de liberté, de sécurité et de justice, c'est qu'évidemment, si on fait circuler les individus, si vous pouvez librement aller résider aux Pays-Bas, suivre l'université en Belgique et finir par travailler en Espagne, peuvent se poser des problèmes qui sont des problèmes de sécurité, par exemple, ou bien, je ne sais pas, vous contractez un mariage aux Pays-Bas, puis vous décidez de divorcer ensuite en Espagne. Et donc, il a fallu mettre en place une coopération policière pour les problèmes de sécurité et une coopération judiciaire. Et donc, quelque part, on va toucher encore plus loin dans les souverainetés européennes avec cet espace de liberté, de sécurité et de justice. Et je dirais que les frontières à l'intérieur, elles évoluent de la même manière, simplement plus rapidement, parce que je crois que psychologiquement, c'est le réflexe des États. Je me rappelle au moment des attentats en France en novembre 2015, le président de la République annonce à minuit, dans une ambiance qui était tout à fait particulière, la fermeture des frontières. Puis il y a eu un communiqué de l'Élysée le lendemain disant c'est pas la fermeture des frontières, c'est le contrôle de certains points frontières pour éviter que les terroristes qui avaient attaqué au Bataclan, etc., puissent s'évader, en tout cas pour ceux qui restaient vivants. Et donc, la conclusion, c'est qu'ils sont passés la frontière franco-belge pour certains, jusqu'à 3 fois. Mais comme ils n'étaient pas fichés comme terroristes dans les fichiers d'interconnexion entre les États, finalement, on les a laissés passer. Mais ça montre effectivement
cette difficulté à fermer la frontière, la seule hypothèse de fermeture vraiment des frontières, et encore de certains points frontières, ça a été beaucoup plus l'expérience de la Covid qui a mené à ça. Et je dis de certains points frontières parce qu'évidemment, c'était difficile de circuler entre Strasbourg et Kehl parce que les ponts étaient fermés, donc on ne traverse pas à la nage. Cette partie-là qui est pas traversable trop à la nage. Par contre, dans le nord de la France, il y avait certains points frontières complètement fermés. Bon, par des zones, des petites routes de campagne, vous arriviez quand même à pouvoir passer un petit peu de l'autre côté de la frontière, mais c'est vrai que là, l'hypothèse était celle d'une fermeture vraiment totale. Et c'est pour ça que finalement, il y a toutes ces réflexions sur une utilisation de la frontière qui est en principe ouverte, mais qui pourrait être une frontière fermée dans certains cas, quand c'est effectivement l'outil le plus efficace de protection des populations. Merci, professeur. Un autre espace juridique spécifique est très connu en Europe et dans le monde pour ceux qui voyagent vers et dans l'Union européenne, le fameux espace Schengen. Mais qu'est-ce que c'est que cet espace Schengen? Est-ce plutôt un espace de liberté de circulation à travers les frontières intérieures ou est-ce plutôt un espace de sécurité protégé de l'extérieur par des gardes frontières de Frontex? Juridiquement, c'est les deux, mais où est la balance? Schengen, c'est une conséquence directe de ce principe de libre circulation des citoyens que j'évoquais. C'est-à-dire à partir du moment où les personnes circulent librement, mais où les États gardent le contrôle de leur politique migratoire, se pose nécessairement au niveau de l'Union européenne un problème technique, et c'est comme ça qu'est née la Convention de Schengen, c'est-à-dire de créer une espèce de laboratoire pour permettre la libre circulation en intérieur, tout en ayant le contrôle des frontières extérieures, qui, je dirais, est la fonction assez traditionnelle des frontières dans les différents États membres. Et l'espace Schengen aujourd'hui ne rassemble pas encore tous les États membres, parce qu'il y a des conditions à remplir, mais cet espace a la double face, c'est-à-dire que c'est un espace de libre circulation des personnes, mais c'est aussi un espace de sécurisation, alors en particulier des migrations, mais c'est aussi un espace dans lequel on assure par exemple la lutte contre le terrorisme que j'évoquais tout à l'heure, ou contre le trafic d'êtres humains, etc. etc. Donc il a les deux faces. Après, du point de vue je dirais, plus journalistique, c'est vrai que depuis la crise de 2015, on voit beaucoup l'image de ces frontières extérieures de l'Union européenne, dont la frontière méditerranéenne, qui est l'une des plus dangereuses, l'une des plus tueuses au monde, c'est-à-dire cette image de la fermeture de la zone Schengen. Et cette fermeture, en fait, elle est assez explicable du point de vue juridique, c'est-à-dire il y a une fermeture de l'espace, parce qu'une fois que vous êtes par exemple entré en Italie, vous allez pouvoir ensuite circuler dans tout l'espace entre les différents États membres. Donc évidemment, ça pose un problème, par exemple pour l'asile, et donc on a mis en place un système, alors qu'on peut réinterroger aujourd'hui, mais la logique primaire de ce système, c'était d'éviter que quelqu'un fasse une demande d'asile en Suède, et puis soit refusé en Suède, et ensuite essaye de continuer à demander l'asile dans les différents États membres, pour éviter ce qu'on appelle le phénomène de forum shopping, qui est problématique pour les États et probablement assez problématique aussi pour les demandeurs d'asile qui, du coup, sont baladés d'un bout à l'autre de l'Europe. Le problème qu'il y a, c'est que si on réfléchit par rapport au marché intérieur, on a eu les mêmes problèmes ou les mêmes enjeux avec la douane, sauf que la douane est une politique européenne et que les migrations au jour d'aujourd'hui restent des politiques nationales. Et tant qu'on a ce problème de compétences, quelque part, ce conflit de compétences, l'espace Schengen restera un espace difficile à gérer, parfois marqué par la libre circulation, parfois marqué par la sécurité, et plus marqué par la sécurité ces dernières années. Super, merci beaucoup, professeur Béraud, pour cet aspect complexe de l'espace Schengen. Dans cette Union européenne, donc composée de différents espaces juridiques,
Peut-on dire qu'il existe concrètement un espace intérieur des données numériques? Peut-on parler, j'ai vu que l'Union européenne et la Commission européenne avaient développé des idées sur la notion d'un marché européen du numérique. Est-ce que ça existe à l'heure actuelle? Alors, oui, parce que le big data existe partout, mais au niveau de l'Union européenne, c'est un peu particulier. C'est-à-dire que cet espace, il est en construction. On se rend compte il peut y avoir encore des problèmes typiquement de manque d'interopérabilité. Il y a parfois aussi des données qui sont très différentes d'un État à l'autre. Hein, généralement, je rappelle que nous avons beaucoup discuté entre la France et l'Allemagne du nombre de lits de réanimation, en disant qu'il y en a beaucoup plus qu'en Allemagne qu'en France. Ce qui est assez logique, c'est parce qu'on les compte très différemment. Donc les lits de réanimation qu'on a comptés en France, qu'on a comptés en Allemagne, ne sont pas des lits de réanimation dans la nomenclature française. Donc ça c'est un vrai problème, effectivement, de robustesse de la donnée. Et puis dans l'Union européenne, il peut y avoir une libre circulation des données dès lors que les données personnelles ont été protégées. Et ça, c'est la base de ce modèle-là, c'est le Règlement général sur la protection des données personnelles, le RGPD, qui est appliqué partout dans le monde pour tout service qui serait fait à un Européen et impliquant ces données personnelles et qui doivent être sécurisées au niveau européen, qui effectivement est un niveau très élevé de protection dans le monde. Donc on a définitivement un modèle européen qui est très très particulier, une libre circulation des données non personnelles qui est protégée en principe, et puis on est vraiment en train de travailler en pratique sur le contenu des données, sur la robustesse des données, sur la cybersécurité et sur le stockage de ces données, en particulier enfin ça c'est un élément absolument majeur, hein, c'est où se trouvent physiquement les données, au-delà du cloud qui est en général proposé. Et c'est pour ça que de plus en plus on parle du cloud souverain, c'est-à-dire l'idée de baser les données, en particulier données sensibles de type données de santé, sur un territoire européen qui assure la lutte contre la cybersécurité. Et on voit bien que la guerre énergétique que j'évoquais tout à l'heure, qui est menée par la Russie à l'encontre de l'Europe, est aussi, et ça probablement au niveau mondial, une guerre de la donnée. Donc là, c'est vrai que ces enjeux-là sont tout à fait centraux et sont en cours de régulation. Il y a deux textes importants qui sont sortis, le Digital Market Act et le Digital Service Act, qui ont tout juste été adoptés et qui sont les premiers essais de régulation juridique des plateformes numériques de type GAFAM, équivalent chinois, etc. Et là, ça montre aussi cette volonté de régulation de l'Europe, certainement une spécificité de ce marché européen des données. D'accord, merci professeur Béraud. Donc avec cette idée de cloud souverain, c'est vrai que la notion de souveraineté européenne dont vous avez parlé tout à l'heure réapparaît à l'ordre du jour. Et cette idée de souveraineté des États également n'a pas disparu. Où en est-on au sujet de l'intégration européenne au plan fiscal? Parce que comme on l'a vu durant la pandémie, les frontières fiscales des États membres ont perduré. Elles étaient toujours présentes, notamment en cas de télétravail transfrontalier, où il y avait une différence entre la régulation de la sécurité sociale et la régulation fiscale. Voilà, ma question est toute simple. Où en est-on de l'intégration européenne au plan fiscal? Est-ce que les frontières fiscales des États sont toujours permanentes? Alors, ça dépend de quelle fiscalité on parle, parce que l'Union européenne, elle a des compétences pour harmoniser ce qu'on appelle la fiscalité indirecte, donc tout ce qui est fiscalité de la consommation. Ce qui fait qu'on a une taxe européenne qui s'appelle la TVA.
et là, il demeure des effets frontières, hein, mais qui ont été quand même pas mal atténués au sein des différents États membres. En revanche, pour ce qui est de la fiscalité directe, la fiscalité sur le patrimoine, l'impôt sur les sociétés, là, ça reste effectivement un domaine de compétence des États, donc on a des politiques fiscales qui peuvent être très différentes, voire carrément divergentes, en essayant d'attirer, par exemple, des entreprises sur leur territoire. Donc, à ce stade, oui, il reste encore des frontières fiscales. On observe quand même que l'Union européenne a considérablement impacté. Je prends deux exemples. La lutte contre la fraude, par exemple, fiscale. Pendant longtemps, on considérait que dans les différents codes fiscaux des États, que le simple fait de déplacer le siège social d'une entreprise d'un pays à l'autre, c'était un signe de fraude. Ça, aujourd'hui, c'est plus possible. C'est-à-dire que les entreprises peuvent librement changer leur siège social, mais si on estime que c'est de la fraude fiscale, il faut arriver à prouver la fraude. Donc ça, c'est un élément qui a fait que ce qui est d'ailleurs plus ou moins favorable aux citoyens européens, mais il y a une très grande coopération fiscale entre les États membres. Qui fonctionne très bien, qui est très automatisé. Donc ça, effectivement, le citoyen le sent et les entreprises aussi. Et puis, il y a, comme vous l'évoquiez, des régimes particuliers qui favorisent, par exemple, la libre circulation du travailleur. Alors après, leur application peut être plus ou moins difficile, mais le principe, c'est que vous pouvez travailler dans un État, vivre dans un autre, et l'État dans lequel vous travaillez, vous allez être imposé, mais il devra reconnaître, par exemple, votre situation familiale pour faire baisser vos impôts en fonction de ce qui est prévu dans cet État. Et donc, il y a pas mal de reconnaissance mutuelle aussi qui se met en place et qui peut permettre effectivement de ne pas désinciter par l'instrument fiscal la libre circulation des entreprises ou des personnes, des travailleurs, effectivement, ce qui est un élément important. Puis peut-être il y a, dans votre question, un tout dernier élément, c'est la coopération transfrontalière. C'est-à-dire que, vous l'avez bien dit, et je pense que la crise de la Covid l'a vraiment montré dans beaucoup de domaines, il va falloir que l'Union européenne s'intéresse spécifiquement à cet espace transfrontalier. Parce que c'est probablement un espace sur lequel l'Union européenne a somme toute assez peu travaillé, si ce n'est par des politiques financières. On peut penser au programme Interreg, hein, elle a fait beaucoup de choses dans ce sens-là, mais elle n'a pas considéré que c'était un territoire spécifique. Et la Commission, depuis 2017, a essayé de proposer un peu, de travailler un peu sur ces zones-là comme des zones spécifiques de développement. Et je pense que la crise de la Covid lui donne raison et que quelque part, ces zones transfrontalières, indubitablement, n'ont pas vécu la crise de la Covid de la même manière que le centre d'un État très très loin des frontières, et que du coup se pose la question de savoir si, par exemple, sur le plan fiscal, on ne pourrait pas avoir des zones frontalières avec des dérogations pour faciliter la vie de part et d'autre de la frontière. Merci beaucoup, professeur Béraud. Vous venez d'évoquer, vous venez de faire la transition avec ma dernière question sur cette section. Effectivement, l'Union européenne promeut la cohésion économique, sociale et territoriale et la solidarité entre les États membres. Et vous avez évoqué la coopération transfrontalière entre collectivités publiques infranationales de ces États membres. Mais ici, les frontières ont aussi un rôle de barrière encore, puisque la territorialité du droit public et les différences de législation sont encore, il me semble, un obstacle à une bonne coopération transfrontalière entre collectivités voisines de part et d'autre des frontières. On a vu une proposition depuis quelques années qui consistait à faire appliquer un droit national d'un pays voisin dans son propre territoire pour consolider un projet transfrontalier. Donc, est-ce que c'est juridiquement possible de faire en sorte d'appliquer un droit public d'un État chez le voisin dans une partie frontalière? Le droit administratif d'un État n'est-il pas enfermé
dans le territoire national sans possibilité d'être appliqué à l'étranger, chez le voisin. Comme vous avez évoqué l'espace transfrontalier, et dans ce cas, un espace transfrontalier et reste une utopie, une forme d'utopie juridique. Alors, ça reste une forme d'utopie juridique parce qu'effectivement, les droits administratifs restent très captifs des frontières. Je pense qu'il y a deux choses que l'Union européenne essaye de faire. Il y a une chose qui fonctionne pas mal via la reconnaissance mutuelle, qui est quelque part une forme de transnationalisation des droits administratifs. C'est-à-dire que, pour donner un exemple très simple, le fait de suivre une formation en France et de la faire reconnaître en Italie pour pouvoir y exercer un métier, c'est typiquement un moyen pour que la règle, quelque part, soit transportée par la personne par-delà la frontière et reconnue de l'autre côté de la frontière. Maintenant, on sait que ce principe de reconnaissance mutuelle n'est pas simple à mettre en place par les États. Et au niveau de la coopération transfrontalière, c'est quelque part une zone qui concentre les appréhensions des États pour soit reconnaître le caractère transnational de telle ou telle réglementation, soit pour inventer une règle spécifique, parce que quelque part, on a une lacune qui apparaît. Et du coup, il faut essayer de travailler éventuellement peut-être aussi à une dérogation pour cette zone, parce que quelque part, il y a une incompatibilité frontale entre les différents droits administratifs. Et je crois que c'était dans ce sens-là qu'était fait cette proposition sur le mécanisme dit CBM, qui était cette idée de dire, bah, c'est ce qu'on a affronté entre Strasbourg et Kehl. Pour construire le tram entre Strasbourg et Kehl, il a fallu réconcilier des droits qui, par nature, étaient difficiles à réconcilier, parce que, par exemple, pour des raisons de sécurité, il faut un troisième rail en Allemagne, alors qu'il ne faut surtout pas de troisième rail en France. Alors, c'est un peu compliqué quand on a un tram qui ne doit pas s'arrêter à la frontière et qui, quelque part, est le même. Et là, il y aurait du sens du point de vue fiscal, du point de vue pénal, du point de vue des règles de sécurité, à peut-être choisir, se mettre d'accord sur un droit qui, quelque part, passe la frontière, je sais pas moi, dépasse la frontière de 10 km. C'est quelque chose qui devrait théoriquement être possible. Au jour d'aujourd'hui, c'est possible au cas par cas. Les deux États finissent par se mettre d'accord et voilà, ils arrivent à trouver des règles pour faciliter les choses. Mais c'est vrai que les États ont bloqué sur ce mécanisme de l'OCBM parce que je pense que là réapparaît la question de la souveraineté. C'est-à-dire que c'est un peu comme quand on a signé le traité d'Aix-la-Chapelle, hein, qui était une modernisation du traité de l'Élysée il y a 2 ans ou 3 ans. Et quand ça a été signé, on a entendu en Alsace que la France vendait l'Alsace à l'Allemagne, qu'on allait tous parler allemand, et que du coup, voilà, ce genre de fantasme. Et encore une fois, l'Alsace est une région qui a beaucoup souffert au moment de la Deuxième Guerre mondiale, donc je peux comprendre qu'il y ait des appréhensions, mais ces fantasmes-là sont des fantasmes en fait nourris par l'idée que la frontière est fondamentale pour l'identité nationale, etc., etc. Alors malheureusement, parce que ça m'arrangerait, tout le monde n'est pas devenu bilingue et je continue à ramer pour parler allemand. Donc le traité de Aix-la-Chapelle, malheureusement, n'a pas eu cet effet de tour de Babel ou de Pentecôte. Donc du coup, non, du coup, c'est effectivement très étonnant. Mais c'est vrai aussi que ces régions frontalières, du fait qu'elles sont probablement aussi des cicatrices de l'histoire, sont des régions où parfois il y a des incompréhensions. Puis la toute dernière chose, effectivement, c'est qu'aller emprunter le droit de l'autre, l'un des risques, même s'il était, par exemple, dans le traité d'Aix-la-Chapelle, c'est un risque sur lequel on a beaucoup travaillé, mais c'est un risque qui demeure. C'est le risque de dumping social et puis à très court terme de dumping environnemental. C'est-à-dire, est-ce on choisira pas au fond la règle qui est sur le plan environnemental la moins contraignante possible. Et alors là, c'est une mauvaise idée effectivement pour la protection environnementale. Waouh! Merci, professeur Béraud.
nous arrivons à la fin de l'interview. Nous allons évoquer en dernière section le thème des frontières externes de l'Union européenne. Bon, on a pu l'évoquer tout au long de cette interview. J'imagine qu'il existe finalement, et vous l'avez aussi suggéré, plusieurs types de limites juridiques extérieures de l'Union européenne selon les branches juridiques concernées. Mais concrètement, l'Union européenne, qui n'est pas un État, qui n'a pas de territoire, a-t-elle des frontières extérieures? Et si oui, dans quel domaine? En quelques mots, professeur Béraud, quel est le cadre juridique de ces frontières extérieures de l'Union européenne? Et est-ce qu'on peut dire que l'Union européenne, lorsqu'elle exporte, ou particulièrement dans le domaine du commerce international, et ça rejoint le marché intérieur, peut-on dire que cette Union européenne s'exporte à l'extérieur des frontières des États membres? Peut-on parler de frontières juridiques aterritoriales pour l'Union européenne? Alors, définitivement, l'Union européenne a des frontières extérieures, c'est-à-dire qu'elle ne s'est quelque part jamais posé la question de sa nature et elle a emprunté son territoire au territoire des États membres, ou en tout cas ce que les États membres ont bien voulu lui donner. Et malgré cela, elle a des frontières extérieures. Alors, elle a des frontières extérieures pour des raisons assez simples. Par exemple, c'est une union douanière. Donc, en tant qu'union douanière, ce que doivent faire les États membres, c'est plus de droits de douane entre eux. Et les compétences douanières n'existent plus au niveau national et sont totalement transférées au niveau de l'Union européenne. Et donc, la frontière est déplacée juridiquement, hein. Elle va se déplacer de la frontière intérieure de l'État vers la frontière extérieure de l'Union. Et c'est le franchissement de cette frontière extérieure qui va déclencher des droits de douane. Quelque part, c'est la même chose qui se passe avec Schengen, où on va reporter aux frontières extérieures des contrôles qui auparavant étaient faits aux frontières intérieures pour qu'elles gardent cette fonction de libre circulation dont on a beaucoup parlé, et qu'à l'extérieur, on puisse maintenir des fonctions de filtrage puissants qui continuent d'exister. Donc on a des frontières extérieures qui sont aussi ce qu'on a en matière de politique commerciale, hein, puisque en matière de politique commerciale, la négociation, par exemple, d'un accord tarifaire ou d'un accord de coopération avec un État tiers, ben, ça se fait via l'Union européenne, hein, c'est elle qui a cette compétence. Et donc, comme ça, il se construit petit à petit un droit des frontières extérieures, une gestion des frontières extérieures, sur lequel on a beaucoup de choses qui sont développées. J'évoquais les douanes, par exemple. Le travail des douaniers, aujourd'hui, il est essentiellement défini au niveau européen. Les douaniers restent des douaniers nationaux, payés par les budgets nationaux, mais la manière dont on fait les inspections, la manière dont ils vont coopérer, ça se décide au niveau européen. Et donc, il y a bien ce droit des frontières extérieures qui est très développé autour de la fonction de contrôle et de sécurité des produits, des personnes, etc., etc. Et donc, c'est ce qui est un peu compliqué, effectivement, à comprendre, c'est que l'Union européenne, elle fixe les règles et les États les appliquent. C'est-à-dire que les États sont les gouvernements de l'Europe et vont mettre en œuvre l'ensemble de ces différentes frontières. Ce que vous voyez dans un aéroport, très clairement, hein, tous les aéroports européens qui appartiennent à la zone Schengen, vous avez la zone UE, non UE, vous avez des contrôles qui vont être différents, hein, à votre sortie d'avion. Et ça, c'est très directement le produit des codes des frontières Schengen. Donc, on a ces frontières extérieures, elles ont des fonctions partiellement assumées par les frontières intérieures, mais très partiellement. Je dirais qu'elles se rapprochent finalement plus des frontières d'un État. Et après, ce sont des frontières qu'on exporte, très clairement, parce que, et on va les exporter à travers le droit. C'est-à-dire que l'Union européenne, probablement parce qu'elle n'a pas d'armée, a dû miser sur autre chose. Et cette autre chose, c'est le droit. Et plutôt que de frontières aterritoriales, je pense qu'en fait, c'est une question de projection. Si j'avais à le décrire, c'est que la frontière européenne, elle va être projetée
par exemple, on a un accord avec la Corée du Sud et quelque part la frontière extérieure de l'Union européenne se trouve en Corée du Sud parce que la Corée du Sud s'est engagée à assurer par exemple des contrôles douaniers qui sont équivalents aux contrôles européens. L'Union européenne, elle va aussi dans certains États membres, par exemple, sécuriser et demander la sécurisation des substances actives pour les médicaments. Et quelque part, ce qu'elle exporte, c'est son niveau de protection, son organisation, parfois même sa gouvernance, hein, donc ça peut aller assez loin, qu'elle va exporter, ce qu'on voit bien aussi avec Frontex, par exemple, hein, on propose à Frontex d'aller intervenir sur certaines zones en Afrique pour sécuriser, pour quelque part exporter notre niveau de sécurité, nos modalités, la manière dont on fonctionne dans des États tiers. Et en ce sens, il y a bien un déplacement qui est extrêmement important des frontières extérieures et qui est certainement un instrument de la diplomatie européenne. Donc à la fois un instrument d'influence de l'Europe et puis un moyen de quelque part si on raisonne un peu comme un système solaire, d'attirer à elle différents cercles d'États qui peuvent être plus ou moins intéressés à commercer avec l'Europe ou bien avoir des relations spécifiques avec l'Europe. D'accord, merci. Donc, on voit que les frontières extérieures de l'Union européenne dépendent de ces régimes transnationaux, de ces nouveaux traités, de ces conventions internationales, qui dépendent aussi d'un haut degré de confiance et d'acceptation des droits et des obligations réciproques, que ce soit entre l'Union européenne et ses États membres et l'Union européenne et les autres États non membres du monde. Hein, c'est comme ça que vous avez parlé de projection du régime juridique de l'Union européenne dans ses accords normatifs, et dans ses accords transnationaux entre différentes parties juridiques. Un dernier point me semble de la plus haute importance et je voudrais avoir votre réflexion sur cette dimension avant de conclure. En matière de contrôle des migrations humaines, quel est le régime juridique de cette externalisation des contrôles des frontières de l'Union européenne en dehors du territoire de l'Union européenne? Vous l'avez évoqué avec Frontex et ses modalités de contrôle qui seraient implémentées hors de l'Europe. Comment ça marche? Est-ce que ce régime externalisé des frontières est-il légal au plan du droit international, par exemple du droit international à l'asile? Quelle est votre réflexion sur ce sujet? Alors c'est un vaste sujet, hein. Donc moi j'aurais tendance à dire que oui c'est légal. Le problème que ça pose, c'est qu'est-ce que signifie véritablement cette externalisation? C'est-à-dire que j'évoquais par exemple les substances actives, quand on regarde comment ça fonctionne dans le secteur du médicament, c'est vraiment le niveau de protection de l'Union européenne, l'ensemble des contrôles qui sont faits dans l'Union européenne, les administrations, enfin tout ça est organisé en quelque sorte à l'étranger pour le compte de l'Union européenne, mais en assurant ce même niveau de contrôle. Pour les migrations, les choses sont plus complexes, c'est-à-dire qu'on peut être dans ce schéma-là et je dirais que plus récemment, c'est un peu ce qu'essaye de mettre en place l'Union européenne, en proposant par exemple l'aide de Frontex dans certains États tiers. Mais là aussi, et c'est le grand conflit qu'on a à propos d'un accord qui est d'ailleurs juridiquement pas un accord de l'Union européenne, mais des États de l'Union européenne avec la Turquie, et qui là, en quelque sorte, permet de payer la Turquie pour qu'elle évite l'arrivée de migrants sur les côtes avec la Grèce, hein, qui était l'un des points d'entrée d'un certain nombre de flux migratoires. Alors, dans cette hypothèse-là, le problème que ça pose, c'est que d'abord, rien ne garantit que les contrôles soient les mêmes, que le niveau de sécurisation de ces contrôles soit les mêmes. Et puis, surtout, c'est qu'il y a eu une externalisation du contrôle sans qu'on externalise, si je puis dire, le respect des valeurs de l'Europe. Parce que vous évoquiez tout à l'heure la confiance. Et je pense que ce qui fait tenir le système européen, c'est qu'on présume la confiance entre les États membres parce qu'on a une communauté de valeurs.
Alors ça, c'est compliqué parce qu'à l'intérieur de l'Union européenne, on voit bien apparaître, c'est le cas en Pologne, c'est le cas en Hongrie, c'est le cas en République tchèque, potentiellement le cas en Bulgarie, enfin, ça sera peut-être le cas en Italie, c'est la remise en cause effectivement des valeurs européennes. Le problème, c'est que si on touche à ces valeurs européennes, alors le système de confiance entre les États membres tend à disparaître. Avec les États tiers, on ne part pas de l'idée qu'on fait confiance aux États tiers. On part de l'idée qu'il faut construire la confiance. Et donc, dans ces accords, ce qui est normalement fait, c'est la construction de cette confiance, basée sur les valeurs de l'Union européenne, que ce soit les valeurs en termes de démocratie, de pluralisme, du respect des droits des femmes, etc., etc. Et évidemment, dans ce système-là, tout dépend du partenaire avec lequel vous parlez. Il y a des partenaires qui, quelque part, ont tout intérêt à ingurgiter l'ensemble de ces valeurs parce que c'est fondamental pour leur développement, leur sécurité, etc. Ou leur proximité avec l'Union européenne. Et puis, il y a des États avec lesquels c'est beaucoup plus compliqué. C'est compliqué avec les États-Unis. C'est évidemment devenu impossible actuellement avec la Russie. C'est compliqué aussi avec la Turquie. Donc, du coup, pour comprendre un peu ce régime juridique de contrôle des migrations, c'est peut-être reposer la question de quelles sont les valeurs de l'Union européenne et qu'est-ce qu'on souhaite exporter quand on externalise un contrôle. Et comment est-ce qu'on garantit en particulier les droits humains, qui est le principal problème que moi je vois effectivement dans cette gestion des flux migratoires qui est à ce stade beaucoup plus sécuritaire que proche des droits humains, en particulier évidemment dans le système d'asile, étant donné que l'asile est une protection quand même juridiquement tout à fait spécifique. Donc supposant la prise en compte effectivement des droits humains de manière, je pense, plus importante que ce qui a été fait jusqu'à présent. Merci, professeur. Donc, il y aurait donc une différence de projection entre les frontières juridiques du contrôle et les frontières juridiques du respect des droits humains. Et c'est une source de réflexion et d'articulation, voire de tension, qu'il faudrait un jour amener à mieux résoudre. Professeur, merci pour toutes ces réponses très riches, très instructives sur un thème extrêmement complexe. Mais avant de nous quitter, est-ce que vous souhaiteriez rajouter un mot final sur l'intérêt des European Studies and Border Studies pour d'éventuels étudiants ou futurs chercheurs? On note que vous êtes tout à fait passionné et que ça doit être passionnant d'être votre étudiant. Écoutez, c'est gentil, je ne sais pas. En tout cas, c'est un sujet qui est passionnant. Je pense que c'est un bon moyen, les frontières, de réfléchir les problèmes du monde actuel. C'est-à-dire que c'est un bon point de vision de ce que sont les enjeux, je pense. Alors, est-ce que c'est un nouveau monde? J'en sais rien, mais d'un monde qui est quand même extrêmement instable et qui rebat beaucoup de cartes. Et c'est vrai que la vertu que je trouve à la frontière, c'est d'offrir ce poste d'observation et peut-être aussi de résolution d'un certain nombre des tensions qui malheureusement minent nos États et puis globalement nos sociétés. Et ça, c'est vrai que je trouve que c'est particulièrement visible depuis la crise sanitaire. Merci, professeur Frédéric Béraud, pour votre participation à notre podcast Borders in Globalization. Merci, Benjamin. C'était le podcast Borders in Globalization. Nous étions aujourd'hui en compagnie de Frédéric Béraud, professeur à Sciences Po Strasbourg. Notre thème de discussion était les frontières internes et externes de l'Union européenne. Merci pour votre attention et rendez-vous bientôt pour le prochain interview. Bye bye.